Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis prête. Ok. Eh ben, super. Bonsoir tout le monde. Il est 15 heures au Québec, il me semble. Il est 21 heures en France. Et hier, c'était la journée mondiale pour la fin du spécisme. Donc, à cette occasion, Vegan Option Canada, en partenariat avec le projet Méduse, organise une série de webinaires pour parler de spécisme, d'antispécisme, de scientisme, de militantisme, beaucoup de mots qui se terminent en isme. Florence Delry, tu es donc cofondatrice du projet Méduse avec Laura Lebrasseur, que nous venons juste d'entendre avec grand plaisir, avec Orlando Bentata, que nous allons avoir juste après, et avec JM Do. Et tu as également créé une page qui s'appelle Questions animalistes pour diffuser des supports, des outils, des réflexions sur l'animalisme avec une approche sceptique et une rigueur scientifique. Et donc, avant de te laisser la parole, Florence Delry, je précise que cette présentation durera donc 55 minutes. On va avoir avant la fin une phase de questions-réponses. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez vous rendre sur le site que j'ai mis dans le canal textuel. Il y a un site, en fait, vous cliquez dessus, il y a un code à mettre et vous pourrez du coup poser vos questions et je les dirai à l'oral à Florence pour qu'elle puisse y répondre directement. Voilà, faut-il se débarrasser du concept d'alimentation naturelle pour lutter contre le spécisme? Florence, je te laisse répondre à cette question. Eh bien, merci Sandra. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup déjà à Option Vegan Canada et au projet Méduse aussi pour l'organisation de ces webinaires. Je vais passer en partage d'écran pour qu'on puisse voir la présentation que j'ai prévue. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran? Alors, moi, je ne vois pas pour l'instant. Je vois que... je ne vois pas ton partage. Ah, ça y est, je viens de le voir apparaître. Donc, c'est parfait. Ok. Est-ce qu'on m'entend bien aussi? Je ne sais pas si on m'entend correctement. On t'entend très bien. Très, très bien. Alors... Ouais, ok. Super. Bon, je vais démarrer cette présentation. Se débarrasser du concept d'alimentation naturelle pour lutter contre le spécisme. Alors, c'est une conférence que j'avais déjà donnée dans le cadre du cycle de conférences de l'association PEA, qui est une association suisse qui fait vraiment un super boulot. Cette version, elle a été un petit peu... et puis, elle est davantage axée sur la question du spécisme, bien sûr, pour entrer dans ce cadre de la JMFS, la Journée mondiale pour la spécisme. Florence, excuse-moi de te Alors, je déranger. vais essayer de faire défiler les diapos. Oui. Florence, pardon, en fait, ça lag un petit peu. Je ne sais pas si c'est que moi. Ouais, ça lag un petit peu. Donc, je ne sais pas si peut-être tu charges quelque chose en même temps, ce qui fait que peut-être ça brouille un petit peu ta connexion. Je pense que c'est le fait d'enregistrer. Ah. C'est le fait d'enregistrer, je pense, qui va brouiller. Arrête l'enregistrement, Florence. Je vais arrêter l'enregistrement. Et ça devrait être mieux, je pense. Ouais, je l'ai arrêté. Alors... Est-ce que là, on m'entend bien? Est-ce qu'on voit bien mon écran? Alors, on voit ton écran et je pense qu'on t'entend un peu mieux. Après, il faudra voir sur la... Terrible. faudra voir sur la durée, quoi. Ouais. Oui, je ne sais pas quoi faire. J'ai une connexion qui est... je suis à la campagne, alors c'est un peu... Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. On peut peut-être essayer comme ça. Bon, Puis si jamais je vois vraiment... Je vais faire ce que je peux. Je n'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit, je suis désolée. Je dois avoir une connexion qui marche très bien.
Je ne sais pas si tu m'entends tout court, en fait. Est-ce que vous m'entendez ou c'est Tu as ton micro coupé aussi, c'est peut-être pour ça. Ah, d'accord. En fait, ça lag tellement que j'entends... Oui, oui. Ouais. D'accord. En fait, je crois que ça lag tellement que j'ai l'impression qu'on entend ce que je disais il y a 30 secondes. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre ce que je te dis et ce que tu reçois, et entre ce que tu dis et ce que je reçois. J'ai pas une connexion, super. Mais là, je pense qu'on t'entend bien. Je pense que tu peux continuer comme ça, et puis éventuellement, si jamais ça ne va pas, je vais sur le canal texte. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Alors, pour mettre en texte, les termes qui sont utilisés dans le titre de la conférence. Et le mot alimentation, c'est l'action ou l'ensemble d'actions visant à procurer des éléments nécessaires à la croissance ou à la conservation de l'organisme. Et puis, le terme naturel, alors il y a énormément de définitions de ce terme. En tout cas, tel qu'il est généralement entendu, utilisé par le grand public, ça définit quelque chose qui est dans la nature ou qui appartient à la nature, en tout cas qui n'est pas le produit d'une pratique ou d'une invention humaine. C'est ces définitions-là qui vont être utilisées dans cette conférence. Alors souvent, en ce qui concerne l'opposition au véganisme, au végétarisme, au végétalisme, on a des objections qui sont relativement récurrentes et qui concernent cette notion de nature, avec une espèce de schéma qui s'inscrit dans une dichotomie, dans une dualité entre ce qui serait naturel et ce qui serait artificiel. C'est-à-dire qu'on va considérer que on a les produits bruts, l'agriculture biologique, naturelle, saine, qui serait bonne pour l'environnement et la santé humaine. Et puis, de l'autre côté, on aurait tout ce qui serait organismes génétiquement modifiés, pesticides de synthèse, aliments transformés, et puis aussi, par extension, les progrès scientifiques en général, la technologie qui serait néfaste et cause de tous nos maux actuels. Mais en fait, on se rend compte que l'appellation alimentation naturelle, elle n'a aucune valeur scientifique, diététique ou nutritionnelle. En fait, c'est un argument qui est marketing, mais c'est aussi une illusion, puisqu'elle ne correspond à rien de tangible. En ce qui concerne les objections récurrentes donc, aux alimentations végétales, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a 3 oppositions qui sont extrêmement récurrentes, notamment la nécessaire complémentation en vitamine B12. Donc, pour faire une petite pause là-dessus, en effet, la vitamine B12, c'est une vitamine qui est absente du règne végétal. Et quand on végétalise son alimentation, il est nécessaire de prendre un complément de vitamine B12 pour éviter d'être en carence. Et cette nécessaire complémentation, elle est souvent invoquée pour prétendre que le végétalisme ou le végétarisme ne serait pas naturel et donc pas souhaitable. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une autre objection qui est très souvent invoquée, c'est la nature omnivore d'Homo sapiens. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'humain étant omnivore de nature, eh bien, ce serait contre nature, ce serait artificiel, ce serait pas possible d'être végétarien ou végétarienne, végétalien ou végétalienne ou végane. Et puis, il y a aussi l'objection qui concerne les aliments transformés, à savoir les steaks végétaux, les simili, etc., et aussi la viande de culture. C'est-à-dire qu'on va souvent reprocher aux alimentations végétales d'être composées de nuggets, de steaks végétaux, etc., qui ne sont pas du tout naturels, entre guillemets, pardon, ou en tout cas qui sont des aliments transformés. Alors, vis-à-vis de ces objections, on peut ne pas savoir quoi répondre, on peut être tenté de défendre l'idée que si l'alimentation végétale serait tout à fait naturelle et donc saine, mais en fait, défendre l'alimentation naturelle, accepter ce concept, ça paraît contre-productif. Je vais développer pour montrer pourquoi. Alors d'abord, quelques exemples de ce qu'on retrouve comme visuel de critique du végétarisme ou du végétalisme, du véganisme. C'est une critique qui est directement formulée envers les produits transformés, notamment sur ce visuel critiqué pour les ingrédients qui le composent. On voit qu'il y a toute une liste d'ingrédients sur la partie gauche, sur la colonne de gauche du visuel, qui est censée montrer que c'est un produit qui est totalement artificiel. Et cette liste d'ingrédients, elle est mise en opposition avec un burger de bœuf qui ne contiendrait que du bœuf, comme le montre le visuel.
Donc là, on voit qu'il y a une critique des produits végétaux transformés ou ultra transformés qui sont directement comparés à des produits qui sont bruts. Et c'est pour ça que ces comparaisons sont fallacieuses, en fait, c'est qu'elles opposent un produit ultra transformé à un produit brut. Alors que si on voulait faire preuve de plus d'honnêteté intellectuelle et comparer ce qui est comparable, il faudrait par exemple comparer des nuggets d'oiseaux avec des nuggets végétaux. Ça serait beaucoup plus rigoureux puisque c'est le même type de produit, on est dans la même famille de produits. Ce terme de naturel et ce concept de naturalité, il est aussi très utilisé par les filières de l'exploitation des autres animaux. On a Interbev en France, par exemple, qui exploite ce concept d'alimentation naturelle, notamment via ce principe du flexitarisme, qui est une notion qui est un petit peu floue et qui consiste à finalement dire qu'on peut en fait manger de tout et ne pas vraiment changer ses habitudes. C'est un concept qui est un petit peu local. En tout cas, la promotion qui est faite, elle passe notamment par ce critère de naturalité. On voit avec le logo, par exemple, naturellement flexitarien. Et puis, un autre exemple aussi, il s'agit d'une tribune qui est parue dans le journal Libération en France en 2018, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui a été rédigée par Paul Ariès, Frédéric Denez et Jocelyne Porcher. Il y a une forte critique aussi du véganisme dans cette tribune. Le titre est très parlant et j'ai pris une citation qui montre bien que l'aspect artificiel non naturel du véganisme est dénoncé avec énormément de vigueur. Donc, je cite, « Manger vegan l'absolu des régimes sans, c'est se condamner à ingurgiter beaucoup de produits transformés, c'est-à-dire des assemblages de molécules pour mimer ce qu'on a supprimé, sans omettre d'ajouter la précieuse vitamine B12 à son alimentation, car sans elle, ce régime ultra sans détruit irrémédiablement la santé, à commencer par celle de l'artificialité. » On parle de régime sans, de régime ultra sans même, de compléments de vitamines, de produits transformés, d'assemblage de molécules et du terme mimé, donc d'imitation, de succédanée, de fausse nourriture. Et voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans les oppositions aux alimentations végétales, c'est ce critère de non-naturalité. Alors, pourquoi cette opposition entre alimentation naturelle et véganisme, elle est fallacieuse? La première chose, c'est qu'elle repose sur un appel à la nature. L'appel à la nature, c'est un raisonnement, un argument qui est fallacieux, qui postule que tout ce qui est qualifié de naturel serait forcément bon ou souhaitable, et que tout ce qui est jugé artificiel serait forcément mauvais ou inacceptable. Mais ce raisonnement, il est invalide. Pourquoi? Parce que le critère de naturalité, il ne dit absolument rien du caractère désirable. Beaucoup de choses qui sont considérées comme étant naturelles, qui sont néfastes, et beaucoup de choses qui sont considérées comme étant artificielles, qui sont tout à fait bénéfiques. Alors, j'ai fait une petite illustration de ce phénomène-là, avec à gauche tout ce qui est considéré comme naturel, hein, toujours entre guillemets, en tout cas dans la définition qu'on a généralement dans le grand public, sont naturels le virus de la rage, d'autres virus aussi, on peut parler de la situation actuelle, les morilles crues aussi, qui sont toxiques, les amalites phalloïdes, qui sont des champignons vénéneux mortels pour l'humain, les maladies, les séismes, ou par exemple le fait de se faire des veaux vivants. Ce sont des choses qui sont tout à fait naturelles. Et puis, dans la case non naturelle, on a le vaccin contre la rage ou des vaccins contre d'autres virus, les morilles cuites qui, après cuisson, deviennent comestibles, les hôpitaux, les médicaments, les sismographes, et puis il y a des anesthésies aussi qui permettent de réduire les souffrances. Donc, on le voit aussi, le critère de naturalité, ce n'est pas celui qui établit qu'une chose est bonne ou souhaitable ou bénéfique. C'est d'autres critères souhaitables et que tout ce qui est naturel n'est pas bien, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Je dis juste que le critère de nature, en tout cas, il n'est pas pertinent pour établir qu'une chose est souhaitable ou pas. Alors, il faut aussi prendre en compte quelque chose dans cette opposition entre alimentation naturelle et véganisme. Pourquoi elle est fallacieuse? Parce que principalement le véganisme n'est pas un régime alimentaire aussi. Donc ça, c'est une confusion qui est très fréquente. Mais les autres animaux sont utilisés et exploités dans d'innombrables secteurs,
On a tendance à l'oublier, on se focalise beaucoup sur l'alimentation. Donc, on peut citer l'expérimentation médicale, le tourisme, l'agrément, la décoration, la mode et l'habillement, et puis etc. Donc, traiter les questions d'éthique qui sont relatives au véganisme sous le seul angle de la nutrition ou de l'alimentation, en prétendant être au cœur du sujet, comme c'est souvent le cas malheureusement, c'est complètement fallacieux. Et c'est quelque chose que moi j'appelle l'entonnoir du traitement des questions d'éthique animale. C'est-à-dire qu'on part d'une thèse centrale qui est relative à l'éthique de défense des intérêts des êtres sentients. Par exemple, je cite, le fait que l'ensemble des êtres sentients n'appartenant pas à l'espèce humaine soient considérés comme des ressources, des entités négligeables de la matière première ou des propriétés, pose de graves questions éthiques qu'il est urgent de traiter dans nos sociétés, parce que les souffrances engendrées sont immenses. Eh bien, cette thèse va progressivement dans les médias, dans les discours, sur les plateaux télé, dans les journaux, la voir se faire déformer et réduire à un tel point qu'on ne va plus pouvoir en saisir les enjeux. On va par exemple passer à un deuxième niveau qui représente une compréhension, qui est les personnes qui luttent pour la défense des droits des animaux, souhaitent l'abolition de leur exploitation dans tous les domaines, loisirs, alimentation, habillement. Et puis, il y a de nouveau un état de dégradation où on se retrouve à dire les antispécistes mangent des galettes de soja et de tofu. Et puis, on en arrive des fois à des choses complètement détachées de la thèse initiale, à savoir, par exemple, les véganes ont tout faux, car ne pas consommer de produits animaux, c'est la carence naturelle. Donc, on voit que cette dégradation, cet entonnoir-là, il fait passer d'une thèse centrale qui est riche, qui est relativement complexe, et certainement plus difficile à critiquer et à réfuter. Il fait passer cette thèse-là à quelque chose qui n'a plus du tout de rapport avec la thèse initiale et qui ne permet plus du tout de comprendre ces enjeux, qui effectivement revêt un caractère assez ridicule vu de cette façon-là. L'idéologie spéciste, elle tire clairement avantage de ce procédé puisqu'elle élimine les considérations éthiques qui sont pourtant au cœur du sujet. Donc, faut pas, à mon sens, il ne faut pas se laisser avoir par ce type de glissement. Et c'est pour ça que c'est important aussi de rappeler que le véganisme n'est pas un régime alimentaire. Pourquoi aussi l'opposition entre alimentation naturelle et véganisme est fallacieuse? Alors, il y a un autre point aussi, quelque chose qu'on voit parfois dans la presse, on entend parler de régime carencé, d'alimentation qui ne se suffisent pas à elles-mêmes pour désigner les alimentations végétales. Moins souvent le végétarisme maintenant, mais encore beaucoup. Notamment à cause de cette nécessaire complémentation en vitamine B12 dont j'ai parlé au tout début de la présentation. Alors pourquoi ce n'est pas pertinent? Parce que le végétalisme en soi, il n'exclut aucun nutriment. Il exclut seulement certains aliments. Or, on ne peut pas être carencé en aliments. On ne peut pas être carencé en cochon, carencé en poule ou carencé en vache. On peut éventuellement être carencé dans un nutriment particulier. Mais du coup, ce n'est pas pertinent de nommer le végétalisme régime carencé, puisqu'il suffit de prendre un complément de vitamine B12, où il suffirait que cette B12 elle soit déjà intégrée dans certains produits de consommation courante, pour qu'on ne pose plus cette question, qu'on n'ait plus l'impression que cette alimentation, elle exclut quoi que ce soit. Il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que la distinction entre aliments et compléments alimentaires, eh bien, elle est culturelle, elle est arbitraire. Si on regarde la manière dont les choses sont produites, l'humanité cultive des haricots pour apporter par exemple des protéines, et il se trouve que l'humanité cultive des bactéries pour obtenir la vitamine B12. Alors, pourquoi appeler aliment le premier procédé, l'issue du premier procédé? Pourquoi appeler complément l'issue du deuxième procédé? Ça ne repose sur, pareil, rien ne soit pas culturel en tout cas. De la même façon, on peut se poser la question, si c'est le critère d'artificialité qui entre en compte, alors pourquoi appeler aliment et pas complément un morceau d'animal qui est obtenu par sélection génétique, par exemple? Puisque c'est un procédé qui implique des manipulations qui sont complexes, etc. Donc ça ne répond à aucune logique, voilà, cette dichotomie. Autre chose aussi, c'est que l'alimentation standard, elle contient elle-même souvent des compléments. Les personnes qui consomment ces aliments, souvent, ils n'y prêtent même pas attention. Et généralement, quand ces personnes en sont informées, mais ça ne leur pose pas jamais. Donc, je propose une illustration aussi de produits qui sont très couramment consommés, notamment voilà, du cacao en poudre qui est complémenté en fer, en vitamine D, en zinc, du lait maternel de vache qui est complémenté en vitamine D, de la margarine qui est complémentée en vitamine A et en vitamine D,
et des barres de céréales chocolatées qui sont complémentaires en calcium, en fer, en vitamine B2, B3, B5, B6 et B9. Donc on voit que sans vraiment s'en rendre compte et sans que ça pose vraiment souci. Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante aussi pour relativiser cette idée d'alimentation naturelle, de se dire que finalement, les compléments alimentaires, ils sont relativement présents partout dans l'alimentation courante. On peut citer aussi d'autres cas de complémentation qui sont largement acceptés puisqu'ils apportent un bénéfice à la santé humaine de manière globale. Par exemple, l'injection de vitamine K qui est préconisée pour les nouveau-nés pour prévenir les hémorragies. Elle est devenue systématique dans beaucoup de pays et pour cause, les nouveau-nés ont des faibles niveaux de vitamine K naturellement, justement, et ça provoque des hémorragies qui sont malheureusement dramatiques, souvent mortelles. Donc, cette mesure de santé publique, elle permet de réduire la mortalité, d'augmenter le bien-être et de sécuriser les personnes. Donc, c'est pareil, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment remises en question. De même que le fait que les bébés soient souvent complémentés en vitamine D, en vitamine K, en fer, en iode et en fluor. On peut aussi citer la complémentation en acide folique et en fer lors de la grossesse, parce que c'est aussi une norme qui, de la même façon, est relativement bien acceptée. Et ce qu'on voir, c'est que toutes ces complémentations-là débouchent assez rarement, il me semble, sur l'idée que la grossesse, l'allaitement ou l'enfance, ou des pratiques sans, comme on appelle le végétalisme régime sans, ou des pratiques idéologiques ou sectaires. Donc, ce qu'on va reprocher d'un côté aux alimentations végétales, à savoir avoir besoin d'un complément, on ne va pas le reprocher à d'autres pratiques, alors que ce sont exactement les mêmes méthodologies qui sont appliquées, les mêmes modalités, et puis les mêmes objectifs, à savoir réduire les souffrances globalement. On peut citer un cas intéressant, à mon sens aussi, qui est le cas particulier de l'iode, et citer la complémentation en iode du sel iodé, du sel de table, pardon. L'enrichissement du sel de table en iode, il a été établi en 1952 par les autorités sanitaires, en tout cas en France, pour éviter les pathologies liées à la carence, et notamment le crétinisme, et les dysfonctionnements thyroïdiens. Alors, on connaît peut-être l'expression crétin des Alpes, qui est une insulte qu'on connaît moins maintenant, mais en fait, qui est une insulte assez populaire en France et qui est issue du manque d'accès aux produits de la mer par les personnes qui vivaient à la montagne. Cette complémentation du sel de table en iode, elle a permis d'éradiquer ce genre de soucis. Et on peut noter qu'il y a assez peu de personnes aussi qui ont l'impression de se complémenter en achetant du sel de table classique iodé, quoi. On peut citer le fait aussi que les campagnes de prévention du risque d'hypertension artérielle ont conduit à réduire aussi l'utilisation de ce sel domestique et que malheureusement, ça débouche sur un message qui est relativement contradictoire puisque à la fois on conseille de complémenter le sel en iode et à la fois on conseille au grand public de réduire sa consommation de sel de table. Donc, finalement, on arrive sur des apports qui ne sont pas très maîtrisés. On peut citer aussi les œufs de poule en tant qu'apport en iode dans la population. Et il faut noter, c'est pareil, on a l'impression que ça se fait naturellement, que naturellement les œufs de poule contiennent de l'iode, mais en fait, la teneur en iode des œufs, dans le jaune principalement, elle est due en partie à l'utilisation d'aliments minéraux et vitaminiques en exploitation aviaire, c'est-à-dire que c'est des compléments qui sont ajoutés aux rations des animaux qui font que ces produits ont une teneur en iode avantageuse pour l'humain. Alors, une information très connue aussi du grand public, c'est que la première source d'iode dans la population des pays industrialisés, ce sont les produits laitiers. Alors, généralement, quand on entend cette information, on se dit, bon, très bien, ça veut dire qu'il faut consommer des produits laitiers. Naturellement, il y a de l'iode dans ces produits-là, donc c'est nécessaire d'en consommer. En fait, on se rend compte que la présence de ces quantités d'iode dans le lait maternel des vaches, elle n'est absolument pas naturelle, en tout cas pas naturelle dans les critères, dans la définition courante, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, les vaches, elles sont complémentées en iode. Oui. Pardon, excuse-moi, tu déranges un petit décalage. Est-ce que tu penses que ce serait possible de réduire la résolution
de ton affichage, enfin de ta vidéo, pour peut-être essayer de gagner en connexion. J'ai l'impression qu'en fait, c'est dès que tu charges une nouvelle diapo que ça se met à vraiment beaucoup laguer. Donc, enfin, c'est juste une idée comme ça. Peut-être que ça pourrait réduire le lag, même si on comprend ce que tu dis quand même, mais il y a des moments où ça coupe un peu, c'est plus difficile à comprendre. Alors, je ne sais pas comment réduire la résolution. Directement sur l'affichage. Oui, je Ouais, pense que c'est sur non, je sais pas comment l'affichage faire. logiciel. Mais après, si tu peux pas, c'est pas grave, c'était une proposition. Je suis désolée de t'avoir coupé pour ça. Sinon, on continue tel que c'est, hein, ça va. C'était juste pour gagner un tout petit peu en clarté, mais il n'y a pas de, Non, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, je vais essayer de ne pas parler parce qu'effectivement, je ne vois pas les réglages qui permettent de réduire la résolution. Donc, je disais que la présence de ces quantités d'iode donc, dans le maternel de vache, elle n'est pas du tout naturelle. Donc, en fait, les vaches sont complémentées en iode dans leur alimentation comme les poules que j'ai citées juste avant. Et puis, il y a aussi une partie de l'iode qui est contenue dans les produits d'hygiène qui sont utilisés pour le nettoyage des mamelles et qui se retrouvent en fait dans le lait par voie transcutanée. C'est-à-dire que ces produits qui ont une très forte teneur en iode vont passer dans le lait maternel en traversant la peau des mamelles, l'épiderme, et se retrouver dans les produits laitiers. Donc, cette information, on l'a pas du tout. Le grand public n'a pas du tout conscience d'être, entre guillemets, complémenté en iode via sa consommation de produits laitiers. D'ailleurs, ce procédé, c'est ce qui induit que l'iode qui dépasse la limite de sécurité. C'est des données qui nous sont fournies par l'AFSA, alors sans que ça mette en danger la santé des enfants, mais je donne cette information pour souligner que les apports nutritionnels de la population ne sont pas vraiment compris par la population, ne sont pas maîtrisés, et que d'une manière générale, s'attaquer aux alimentations végétales par le biais de la nécessaire complémentation en vitamine B12 ou avec le fait de dire que être végétarien, végétarienne, végétalien ou végétalienne, c'est pas naturel, eh ben, c'est pas très pertinent. Donc, à mon sens, cette information-là, elle mérite d'être diffusée parce qu'elle est efficace quand même pour que le grand public s'interroge sur sa propre alimentation. Et comme je viens de le dire, elle est utile en défense des alimentations végétales aussi. Alors, pourquoi et comment se débarrasser du concept d'alimentation naturelle? Alors, il y a une conséquence qui est assez fâcheuse chez les personnes végé ou véganes, c'est le refus de la complémentation en vitamine B12. C'est-à-dire que le fait de promouvoir une alimentation naturelle, ça a tendance à éloigner les gens de l'idée que c'est une bonne chose de se complémenter pour prendre soin de sa santé. Parce qu'on va dire que la vitamine B12, c'est des comprimés, c'est pas très naturel, et ça appelle à des rejets qui peuvent conduire à des problèmes de santé assez importants. Là, je propose deux captures d'écran et qui ont été relevées sur des groupes Facebook. On voit qu'il y a des personnes qui considèrent que la vitamine B12 sert à faire marcher les labos qui la vendent et qu'en mangeant vivant, on n'aura pas de carence. Il y a d'autres personnes qui disent que en consommant vivant, des aliments non dénaturés, bio et non détruits par la cuisine, malheureusement erroné, puisque la vitamine B12, comme je le disais tout à l'heure, elle est absente sous une forme assimilable et convenable pour la complémentation des végétaux. Donc, il faut absolument se complémenter pour l'instant quand on est vegan ou végétarien, végétarienne, végétalien ou végétalienne. Alors, ça a des conséquences qui potentiellement sont dramatiques pour les personnes qui militent en faveur des animaux, notamment des problèmes de santé divers on peut citer des problèmes neurologiques, une dépression, des changements d'humeur, un déclin psychologique aussi, et du coup, une impossibilité de militer, notamment. Il peut y avoir des tremblements, des picotements aux extrémités, une alopécie aussi, c'est-à-dire une perte de cheveux. Donc, c'est vraiment risqué en fait de ne pas se complémenter en vitamine B12 parce qu'elle intervient vitamine dans beaucoup de processus métaboliques.
Et in fine, c'est un problème pour les autres animaux aussi, parce que le fait d'avoir ces problèmes de santé, ça induit une remise en question totale du végétalisme, des questions d'éthique animale en général. Aussi, un refus de mise en place de menus végétaliens dans les cantines ou dans la restauration collective en général. On voit aussi un rejet d'autres initiatives qui promeuvent une alimentation végétalienne. Et donc, une impossibilité de provoquer un changement de paradigme par le biais du changement matériel. Et ça alimente un manque d'information. Ça développe un cercle vicieux. Donc vraiment, c'est une chaîne de conséquences qui est, à mon sens, pas du tout souhaitable. On peut citer le cas particulier de certains influenceurs et certaines influenceuses, entre guillemets, véganes, qui ont refusé la complémentation sous prétexte qu'elle n'était pas... C'est des cas généralement qui sont très médiatisés et qui font une très très mauvaise publicité aux alimentations végétales en général. Alors, autre conséquence, c'est que quand les personnes végé ou véganes ont des problèmes de santé liés à leur alimentation, le premier réflexe, c'est de revenir à une alimentation de type omnivore, c'est-à-dire se remettre à manger des produits d'origine animale. Et c'est aussi assez logiquement le conseil qui va être donné par les médecins, en tout cas dans la plupart des cas. Il faut voir que les médecins généralistes, alors en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, il n'y a pas de formation spécifique aux alimentations végétales. Et malheureusement, il y a encore une relative méconnaissance des questions nutritionnelles en général, en tout cas pour les médecins généralistes, et du rôle de la vitamine B12 aussi, quand il est question de végétarisme ou de végétalisme. Le souci que ça pose, au-delà donc des problèmes de santé que j'ai évoqués juste avant, c'est que la reprise de consommation de produits d'origine animale, elle a tendance à remettre en cause la viabilité et la pertinence du véganisme. Elle a aussi tendance à provoquer un rejet global du mouvement animaliste, et puis elle encourage la démobilisation idéologique vis-à-vis du spécisme. C'est-à-dire que quand on ne considère plus les autres animaux comme des aliments, on a beaucoup moins tendance en tout cas les considérer comme de la nourriture, a tendance à renforcer les convictions spécistes. Et c'est vrai que se dégager de ce paradigme-là, de ce regard-là sur eux, ça permet de les défendre plus efficacement, de défendre leurs intérêts plus efficacement. Donc, s'attaquer à ce concept d'alimentation naturelle, ça facilite l'acceptation de la complémentation et ça sécurise la santé des personnes végétales et véganes. Également, ça facilite la remise en question de la validité de l'idée de nature dans son ensemble. Cette idée de nature, elle est à l'origine aussi de beaucoup de souffrances, de beaucoup d'oppressions. Je ne vais pas développer ici parce que c'est un sujet en soi qui mériterait beaucoup de support, mais notamment Yves Boulardel qui en fait une critique très riche, très complète. Donc, je vous invite à aller voir du matériel sur cette question. Alors, comment se débarrasser de ce concept d'alimentation naturelle ? Je pense qu'une des clés pour se débarrasser de ce concept, c'est d'éduquer à l'esprit critique, dont a parlé justement Laura juste avant moi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre au plus grand nombre de s'intéresser à l'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire à la remise en question de leur conditionnement, de leurs dogmes, de croyances plus naturelles, à acheter de la spiruline, par exemple, ou ce genre d'aliments qui sont pas forcément, qui coûtent parfois très cher et qui sont pas forcément intéressants vraiment d'un point de vue nutritionnel, en tout cas dont on n'a pas un besoin absolu. Parce qu'on est beaucoup moins perméable dans certains dogmes, notamment l'appel à la nature dont je parlais tout à l'heure. Donc, apprendre à mettre en œuvre certains outils de la pensée critique, ça permet vraiment de prendre du recul sur ces discours. Une bonne chose aussi, c'est de créer et de diffuser les outils de pensée critique, à mon sens, au sein des mouvements animalistes, justement pour éviter de tomber dans ces écueils. Je pense que c'est important aussi de marquer sa désapprobation avec bienveillance quand la naturalité elle est célébrée au sein du mouvement. Quand elle est célébrée d'ailleurs par ailleurs, on peut faire une critique de ce critère parce que malheureusement, il y a beaucoup de conclusions qui sont biaisées, qui découlent de ce raisonnement-là. Et puis, je pense que c'est des supports informatifs, des articles, etc., autour de cette question, et de partager le matériel qui a déjà été créé. Alors, vis-à-vis de personnes qui défendent cette idée de nature, alors entre autres pour l'alimentation, mais ça peut toucher à d'autres domaines aussi, je pense que c'est intéressant de permettre la réflexion sur des exemples concrets, toujours en bienveillance. Je pense que c'est
c'est pas une bonne idée de se moquer des gens et de dénigrer leurs croyances, de se moquer, etc. C'est très peu productif. Je pense que ça peut être intéressant de faire des analogies. Par exemple, en posant la question, est-ce qu'un marteau fabriqué par un chimpanzé est naturel? Et est-ce qu'un marteau fabriqué par un humain est naturel? Et selon la réponse, de poser la question pourquoi. Voilà. Et généralement, ça amène une réflexion qui est assez productive à ce sujet. Et puis, on peut montrer aussi qu'il y a de nombreux produits qui sont dits artificiels ou synthétiques, qui ont fait la preuve de leurs avantages. Bah, notamment, je parlais tout à l'heure des virus. Le virus de la rage, il est naturel, hein, il se retrouve chez plein d'animaux à l'état naturel. Et son vaccin, par contre, il est artificiel. Il faut le concevoir en laboratoire, le conditionner, le mettre en vente, etc. Et pourtant, bon, on est quand même plus rassuré de ne pas avoir la rage. Puis, dans les temps, par les temps qui courent, on peut aussi faire le parallèle avec d'autres virus. À mon sens, c'est quelque chose qui est important aussi quand on essaie de remettre en question ce concept d'alimentation naturelle, c'est d'utiliser c'est de créer des ponts pour susciter l'intérêt et l'implication. À mon sens, ça n'a pas d'intérêt de créer de la polarisation, de foncer dans le tas un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de réactance psychologique, c'est-à-dire de rejet sur ces questions. Et je pense que ça peut être utile de chercher à créer des ponts sur d'autres sujets, de montrer sa bonne foi, d'être bienveillant, bienveillante, de soigner sa communication, de rendre l'information, si possible, accessible, attractive, pour toucher un large public sur ces questions. Puis encore une fois, c'est beaucoup de questions qui sont finalement peu accessibles au grand public aussi. Hein. Je parlais tout à l'heure de la complémentation de certains produits alimentaires, des produits laitiers, etc. C'est des choses auxquelles malheureusement le grand public a assez peu accès. Alors, ce qui est possible aussi de faire, c'est de rappeler la réalité. Par exemple, en luttant contre la chimiophobie. La chimiophobie, c'est le rejet général de ce qu'on va considérer comme étant chimique, non naturel, artificiel ou synthétique. Donc, l'idée, ça peut être de rappeler que en fait, tout est chimique. C'est-à-dire que l'intégralité de la nature, du monde qui nous entoure, hein, tout est composé de chimie. Par exemple, l'eau, c'est une espèce chimique, c'est-à-dire un ensemble d'entités chimiques identiques qui est constitué de molécules qui sont appelées H2O. Pourtant, on n'a pas tendance à considérer que l'eau, c'est quelque chose de néfaste. Voilà, c'est pas parce que c'est chimique que c'est mauvais. Alors ici, on a une liste d'ingrédients constitutifs d'une banane, par exemple, une banane toute simple. C'est des informations qui sont reprises du blog et des infographies de James Kennedy que je vous invite à aller voir. Alors, quand on parle d'ingrédients, ici, on parle d'ingrédients chimiques, hein, qu'il n'y ait pas de confusion avec les ingrédients d'une recette. On parle d'ingrédients chimiques constitutifs d'une banane. Et on voit que la liste, elle peut vraiment faire peur parce que c'est plein de mots qu'on connaît. Et c'est une liste qui peut effrayer, mais en fait, c'est la composition normale, naturelle d'une banane. Donc, ça peut peut-être aussi aider à prendre un peu de recul sur ce qu'on appelle la chimie et puis la vision qu'on en a. On peut aussi prendre en compte que les personnes qui pensent avoir une alimentation naturelle, elles ont généralement peu conscience que la plupart des aliments qu'elles consomment sont le fruit de sélections génétiques qui sont c'est-à-dire qui sont d'origine humaine. Et pour illustrer ça, voilà, je prends l'exemple du carotte cultivé et du carotte sauvage et de la comparaison entre les deux. Et c'est vrai que c'est la sélection génétique qui a permis d'obtenir des fruits et des légumes, des végétaux en général, qui sont plus nutritifs, plus sucrés, plus gros, plus faciles à manger, aussi moins coriaces sous la dent. Je prends aussi l'exemple d'un épi de maïs primitif et d'un épi de maïs moderne. On voit qu'il y a une grosse différence entre les deux, qui fait que là où le maïs primitif était compliqué à décortiquer, à manger, pour un apport nutritif limité, le maïs moderne, il est beaucoup plus développé, il est beaucoup plus sucré, il est bien meilleur au goût, il est plus attractif et plus nutritif. Et puis, il faut voir aussi que s'alimenter de façon 100% naturelle, selon les critères de la définition de nature qu'on a vue au début, eh bien, ça consisterait à ne manger que des champignons, des racines, des baies, des plantes sauvages crues et des animaux sauvages capturés et tués à la main, puis mangés crus également. Donc, c'est quelque chose qui généralement ne fait finalement pas tellement envie.
Donc, on peut aussi prendre cet axe-là pour se demander si une alimentation 100% naturelle, elle serait vraiment souhaitable. On peut rappeler aussi une chose, c'est que la réalité de l'élevage et de l'agriculture, ça consiste, comme je le disais à l'instant, en la modification génétique de tous les éléments qui sont exploités pour qu'ils correspondent aux besoins humains. Et ce n'est pas un mal en soi, comme je viens de le montrer avec les végétaux, ça peut être très bénéfique. On peut rappeler que les animaux exploités dans les élevages, ils sont massivement complémentés en diverses vitamines et minéraux. J'ai montré le cas de lieu de tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres vitamines et minéraux qui rentrent en compte. C'est un sujet de la même façon qui est très peu connu du grand public, parce que les seuls animaux qu'on voit dans les publicités et puis dans les champs à l'extérieur, ce sont des animaux qui broutent, qui pâturent, qui ont accès à l'herbe, ou qui picorent à l'extérieur. Donc, on a tendance à penser que ça leur suffit et qu'on ne leur administre pas spécialement de compléments alimentaires. Je donne une illustration de certains produits qui sont destinés à la complémentation des animaux d'élevage, ici particulièrement des gros animaux avec de la B12, de la cyanocobalamine, du cobalt. Mais voilà, c'est une pratique qui est courante avec plein de minéraux et de vitamines différents. Alors, faire attention à ne pas retomber dans l'appel à la nature en dénonçant l'usage de ces produits sous prétexte qu'ils ne seraient pas naturels. Le problème, ce n'est pas que ces produits ne soient pas naturels. L'idée, c'est juste de montrer que l'élevage est souvent beaucoup moins naturel que l'image qu'on peut en avoir et que du coup, ce n'est pas pertinent de critiquer les alimentations végétales spécifiquement sur ce critère-là. Pour conclure, je pense que le concept d'alimentation naturelle, pour toutes les raisons que j'ai exposées, il n'a pas de sens, qu'il est illusoire et qu'il devrait être, pourra aussi probablement pas mettre un terme à l'attachement au concept de nature dans son ensemble, mais au moins contribuer à sa remise en question et à la remise en question des éventuelles prescriptions fallacieuses qui en coulent. On peut aussi, je pense, au moins cesser de contribuer à la propagation du concept d'alimentation naturelle au sein même du mouvement en tant que militant et militante. Ça me paraît particulièrement important parce que malheureusement, ce critère, il est fallacieux et ça va être difficile de justifier ses positions, de défendre ses positions avec par ce biais. Et puis, c'est à double tranchant puisque, comme je le montrais tout à l'heure, si on essaie de rentrer dans cet argument fallacieux, de le prendre pour argent comptant et de défendre le véganisme en disant qu'il est naturel, etc., ça peut conduire à un argumentaire qui est invalide et à mon sens, ce n'est pas fonctionnel. Donc, ça paraît impératif, à mon avis, pour améliorer sa compréhension du monde, en éduquant l'esprit critique notamment. Je pense que c'est vraiment un axe majeur dans la population générale et dans la population militante aussi. Je trouve que ça fait encore défaut. Et puis, par ricochet, ça peut entraîner une réflexion sur d'autres systèmes qui sont nuisibles et qui sont basés sur le caractère de naturalité, comme je disais tout à l'heure, d'autres oppressions intra-humaines. Ça peut aussi permettre de ramener à une question de consommation personnelle ou de pureté personnelle, où on va considérer qu'il faut manger naturel, que c'est bien, etc. On va plutôt défendre un axe politique qui concerne l'éthique animale. Donc ça aussi, ça réduit la confusion entre l'exigence de justice vis-à-vis des autres animaux et des questions liées plutôt au bien-être personnel. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que ça préserve la santé des militants, des militantes et donc la santé du mouvement. À titre personnel, j'ai déjà vu des militants, des militantes ne pas se complémenter en B12, puis finir par se complémenter suite à des problèmes de santé assez graves. Donc, je pense que c'est important d'en parler au sein du mouvement aussi. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on m'a bien entendu parce que ma connexion est effectivement pas simple. Ben, j'espère que tu m'entends bien également et pas trop en décalé. Merci beaucoup, Florence. Je pense que globalement, on a quand même bien entendu. Il y avait des moments qui laguaient un petit peu, mais je pense que c'était complètement compréhensible. Voilà, pour moi, c'est tellement clair que j'ai pas tellement de choses à ajouter, mais il y a quand même beaucoup de questions donc, que je vais essayer de prendre dans l'ordre qui vient comme ça sur mon écran. Alors, on a Anne-Marie Roy, je ne sais pas comment on dit, pardon, nutritionniste de Montréal, qui a dit qu'on peut prendre des vitamines B12
qu'on peut prendre des vitamines B12 ou d'être certain de boire au moins 2 verres de lait végé par jour supplémenté en B12. Qu'en penses-tu? Je pense que est-ce qu'on voilà, Alors, oui, si on m'entend bien, j'ai bien entendu la question. Alors, effectivement, cette présentation, je l'ai conçue en étant en France. Et c'est vrai que le problème qu'on a en France, et je pense que la question, elle n'est pas tout à fait la même au Canada, c'est qu'en France, on a très peu de produits alimentaires encore qui sont complémentés en vitamine B12. On a quelques fromages végétaux, quelques simili carnés qui sont complémentés en vitamine B12, mais c'est encore très, très rare. Il me semble que les produits complémentés en vitamine B12 sont beaucoup plus courants outre-Atlantique. Et c'est un problème en France, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on a des produits alimentaires qui vont être complémentés en vitamine B12 de façon plus courante, cette question, elle se posera moins. Alors, effectivement, je parle surtout de compléments alimentaires pour cette raison-là. Mais si on a accès à des produits qui sont enrichis, des produits de consommation courante, et qu'on en consomme régulièrement et qu'on fait attention à ça, c'est effectivement tout à fait possible de consommer ces produits enrichis. Voilà, s'ils sont disponibles. Le problème, c'est qu'en France, on n'en est pas encore là. c'est exactement ce que tu dis. C'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout. On est très très loin. Je pense que même les gens ne savent pas que le sel est complémenté en iode, par exemple. Donc on est dans une argumentation déjà où on essaye de faire comprendre ça aux personnes. Donc c'est vrai qu'on est assez loin de tout ça. Je continue avec les questions. Du coup, la confusion entre nutriments et aliments est une habileté rhétorique. Comment déconstruire cela? On n'a pas toujours la culture pour. Oui, c'est effectivement compliqué. Il y a alors, je ne sais pas encore une fois comment c'est perçu au Canada, mais en France, il y a vraiment une distinction très ferme qui est faite entre l'alimentation normale, entre guillemets, et les compléments alimentaires qui, par définition, viendraient à combler un manque. Et c'est vrai que c'est... Alors, je pense que justement, en revenant sur ces questions d'alimentation naturelle et en disant en fait, c'est pas plus naturel de cultiver des haricots pour obtenir des protéines que de cultiver de la B12 pour obtenir, que de cultiver pardon, des bactéries pour obtenir la vitamine B12. On peut éventuellement déconstruire cette question-là. Mais c'est vrai que c'est... Pardon, j'ai remis la vidéo. Je me suis rendu compte qu'elle était désactivée juste maintenant. Je suis désolée. C'est vrai que c'est un paradigme qui est très compliqué à changer. Il y a beaucoup de réactance psychologique, encore une fois, vis-à-vis de ça. Je pense que agir sur essayer de dénoncer ce principe de naturalité et mettre en œuvre son esprit critique aussi pour percevoir ce qui tient de la logique et ce qui tient de l'arbitraire, ça peut être utile. Yes, merci beaucoup Florence. J'essaye de... On a encore quelques minutes, mais on va s'arrêter vers 21h55, c'est-à-dire dans 7 minutes. Donc j'essaye de prendre les questions qui sont le plus dans le sujet. On a une question. Donc, la B12 serait à l'origine présente dans la terre, entre parenthèses, donc il y a les articles en anglais dont les liens sont dans le chat. Les traces de terre sur les légumes nous donnaient assez de B12. Sait-on si ça a été vérifié? Entre parenthèses, terre prélevée en terrain non pollué. Alors, ça, c'est une question qu'on retrouve assez fréquemment, effectivement. Il y a effectivement la B12, elle est produite elle est toujours d'origine bactérienne, elle est produite par des bactéries. Donc, on en retrouve effectivement dans la terre, dans des excréments aussi. On peut en retrouver dans plein de choses. À mon sens, la question qui a se poser, c'est pas tellement est-ce que on peut trouver de la B12 dans la terre, ou c'est plutôt est-ce que c'est un moyen efficace de se complémenter ou d'avoir des apports en vitamine B12. Sur l'axe que j'ai choisi sur la question d'alimentation naturelle, c'est vrai qu'on est souvent, on se dit souvent, tiens, ça pourrait être un moyen naturel d'accès à la vitamine B12. Il suffirait de ne pas laver les fruits et les légumes, d'avoir des champs sans pesticides, etc. L'expérience, elle a déjà été faite. Ça s'est terminé de façon dramatique dans certains cas. Je sais il me semble qu'il y a au moins un cas où il y a un bébé qui est décédé parce que ses parents considéraient qu'ils pouvaient effectivement le complémenter en vitamine B12 avec des légumes qui n'étaient pas lavés. Et en fait, on se rend compte que la géophagie, c'est-à-dire le fait de manger de la terre, ça pose énormément de problèmes de santé parce qu'il y a beaucoup de bactéries pathogènes qui se retrouvent dans la terre.
C'est un coup à attraper le tétanos ou le botulisme, donc ce n'est pas spécialement indiqué. Et ça ne permet pas d'avoir des apports qui sont corrects en vitamine B12 pour l'humain, quoi. Donc, je ne préconise pas du tout la géophagie. Oui, bah oui, effectivement, c'est pas, ça donne pas hyper envie. Et finalement, autre question, c'est est-ce que ce concept de nature, il viendrait pas de cette peur justement de pas savoir se débrouiller tout seul? C'est-à-dire que si jamais on pouvait plus prendre de vitamine B12 parce qu'elle était plus produite, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas cette espèce de peur et que le naturel serait un peu ce truc de si jamais on peut tout faire soi-même naturellement, ce sera accessible et donc on pourra vivre pleinement en ayant tout et en sachant tout faire soi-même? Je pense que ça peut effectivement jouer. Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très puissant, c'est le fait que dans cette idée de nature, on a souvent l'impression que la nature, c'est quelque chose de très équilibré, de parfait, de très bien construit, qu'il n'y a pas de hasard, etc. Que la nature fait bien les choses ou que le monde est en équilibre et tout. Et en fait, si on y regarde de plus près, on a plutôt l'impression que la sélection naturelle, c'est quand même une élimination de certains traits de manière assez brutale chez certains individus. C'est assez chaotique, en fait. Et donc, voilà, on a une espèce d'évangélisation comme ça de la nature qui est un petit peu fallacieuse. Et puis sur cette volonté de tout faire soi-même et cette impossibilité effectivement de produire de la B12 en laboratoire chez soi, ou alors il faudrait être vraiment très très équipé pour le coup. C'est vrai que on pose souvent la question aussi par rapport à l'effondrement, en se disant tiens, quand il y aura l'effondrement économique, avec le changement climatique, etc., qu'est-ce qu'on va faire en tant que vegan? Où est-ce qu'on va trouver notre B12? Pour moi, la question, elle n'est pas tellement pertinente dans la mesure où si on en arrive à ce stade-là, et on va certainement arriver à ce stade-là à un moment, le problème majeur, ça va être d'abord les questions d'antibiorésistance. L'Institut Pasteur en parle et a lancé une alerte à ce sujet. Je vous invite à vous questionner vous renseigner sur cette question qui est un petit peu anxiogène, mais intéressante. Mais il est probable que le fait de mourir d'infection soit d'abord un problème avant le fait de ne plus pouvoir produire de compléments alimentaires. Les antibiotiques, c'est vraiment une question relativement majeure. Et puis après, il y a la question aussi que si on ne peut plus produire de compléments alimentaires, on aura certainement des difficultés à produire des médicaments, des vaccins, etc. Et que, voilà, on en sera à un stade en fait où la B12, ce sera peut-être le cadet de nos soucis. Sachant que pour les personnes qui s'attachent à réduire les souffrances, il y a aussi la possibilité de consommer des animaux qui ne sont pas sentients, en tout dernier recours, hein, si jamais la situation se présente et qu'on est vraiment en mode survie. Voilà. Oui, merci pour le tips. Effectivement, même si on se pose encore des questions sur la sentience de certains animaux, mais effectivement, en dernier recours, on peut se poser cette question. Alors, il nous reste deux minutes, donc on a peut-être, je ne sais pas si on a vraiment le temps. Je vais essayer de poser une dernière question qui a été posée quand même il y a assez longtemps, qui me semble intéressante. Dans cette déconstruction par l'esprit critique, il faut sans cesse être sur ses gardes et ça demande beaucoup de ressources mentales. Donc, comment lutter contre le risque de résignation? Alors ça, c'est un constat qu'effectivement je partage, c'est-à-dire que l'esprit critique, c'est pas du tout quelque chose d'acquis. C'est jamais gagné, hein. L'autodéfense intellectuelle, ça se travaille tout le temps et c'est effectivement très compliqué de mettre en œuvre son autodéfense intellectuelle vis-à-vis de chaque information qu'on reçoit, d'aller vérifier, etc. Ça demande énormément de ressources mentales et c'est quelque chose de très difficile. Personne n'est à l'abri d'avoir des raisonnements qui sont erronés et de se faire avoir. Tout le monde se fait avoir. Moi, j'ai défendu le véganisme pour de très mauvaises raisons, en faisant beaucoup d'appels à la nature et plein de choses. Enfin voilà, faut pas se dire, encore une fois, je disais tout à l'heure, faut pas moquer ce genre de choses ou se dire qu'on est idiot ou idiote ou qu'on est incapable. Tout le monde est sujet à des biais cognitifs, donc des heuristiques de jugement, c'est-à-dire des jugements un peu rapides qui font qu'on prend des décisions rapides. Et ça peut avoir plein d'avantages, mais ça peut nous amener à des raccourcis de la pensée aussi qui sont des fois un peu irrationnels. Donc malheureusement, nous amener à prendre des mauvaises décisions. Je pense que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'utilité de vulgariser des contenus d'esprit critique. On en a cité sur la fin de la conférence précédente, mais il y a des contenus en ligne qui sont vraiment très bien faits pour alléger cette charge mentale et puis se renseigner. Il y a des supports de vulgarisation qui sont souvent relativement accessibles, souvent en vidéo aussi, pour les personnes qui n'arrivent pas bien à lire ou qui n'aiment pas lire, tout simplement. Je pense à la tronche en biais, à hygiène mentale, au travail de Bunker D, par exemple. Il y a beaucoup de ressources dans la catégorie des liens sur mon site internet. Je vous propose d'aller regarder. Il y a une catégorie qui est dédiée à la promotion de l'esprit critique.
Et je pense que, effectivement, c'est un effort constant. Il ne faut pas se mettre la barre trop haut non plus. Voilà. Je pense que c'est important de rester humble, de quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, Florence. Je recommande à tout le monde d'aller sur ton site Questions Animalistes. Effectivement, il est extrêmement bien sourcé. Il y a énormément de ressources dessus. Donc, vraiment, allez y faire un tour. C'est vraiment super bien. On va se quitter là. Merci énormément, Florence, pour cette super conférence que je revois du coup parce que je l'avais déjà vue. Merci beaucoup, Sandra, pour l'animation. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup.